Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Et puis il y a mon camp. Le parti historique des classes populaires, la gauche. Ce livre, je l'ai écrit à la fois pour et contre elle. Contre celle qui s'est embourgeoisée au fil des ans, tout en libéralisant son discours. Contre cette gauche qui pratique l'élitisme, le parisianisme et l'accaparement des richesses culturelles populaires. Celle qui est aussi la créatrice de cette arme de destruction massive de la fierté populaire, la figure du beauf. Dans le même temps, j'écris pour cette gauche, dans l'espoir qu'elle retrouve son chemin et le cœur des classes populaires. Je sais que c'est ce qu'elle souhaite, même si elle n'a pas encore trouvé les mots justes. Pour ouvrir une brèche et retrouver ma place dans ses rangs. Que se passerait-il si elle refusait de participer à cette chorégraphie de la violence sociale ? Rose Lamy, le 17 janvier 2025. Chapitre 1. Du parti des perdants. T'es du parti des perdants consciemment, viscéralement. Jean-Jacques Goldman, tu es de ma famille. J'ai découvert que j'étais issue des classes populaires au lycée. Avant, je pensais être plutôt bien située sur l'échelle sociale. J'étais la dernière enfant à la charge de ma famille nombreuse et les choses allaient mieux d'un point de vue économique. Je n'avais plus droit aux bourses d'études comme mes 3 grandes sœurs. C'était la preuve que nous arrivions doucement dans la petite classe moyenne. Je me considérais même comme une héritière. Le legs de mon père m'attendait sur un compte bloqué jusqu'à mes 18 ans. 30 000 €. Personne ne possédait une fortune pareille autour de moi. C'est quand j'entre en collision avec les élèves du centre de Bourges que je comprends l'écart social qu'il y a entre nous. Mon année de seconde est difficile. Nous ne sommes que 3 ou 4 élèves de mon collège à nous retrouver dans une classe à dominante centre-ville. Les dames du catéchisme m'avaient conseillé au collège de prendre les options latin et allemand seconde langue pour être avec les bons élèves. La stratégie de distinction sociale fonctionne, mais peut-être un peu trop. Je ne suis pas au niveau. Je passe péniblement en première L, où je m'épanouis enfin. En terminale, je fais partie des bonnes élèves en lettres et en philosophie, et ma professeure principale me prédit un bel avenir à la fac. Un jour, un peu avant le bac blanc de français, les meilleurs de la classe, les quelques rares centres-villes orientés en filière littéraire, sont absents. J'ai le sentiment désagréable de ne pas avoir été invitée à une soirée où se rendaient tous mes amis. À la fin du cours, je me dirige vers le bureau de Madame J qui nous enseigne la philosophie. « Où sont les autres ?» je demande. Elle me répond, un peu gênée, qu'ils passent les concours Sciences Po. « Tu n'y es pas ?» dit-elle dans un soupir. « C'est quoi ?» Anxieuse, comme prise en faute, elle m'explique les enjeux. Je me sens piquée à un endroit que je ne connaissais pas encore. Une sueur froide me traverse le corps. Je cache ma blessure derrière l'orgueil, celui des humiliés de classe, celui qui fait dire tous pourris à mes parents pour mettre à distance la violence. Je m'en fous, je lui dis. Ça ne m'intéresse pas. Sur le chemin du retour vers la cité-jardin, je comprends sonner que je n'aurai jamais les mêmes opportunités que les centres-villes dont les parents envisagent Sciences Po pour leurs enfants. Sans pouvoir encore le formuler, je comprends qu'il existe des clés pour ouvrir l'avenir, des capitaux invisibles, sociaux, culturels, et que je ne les possède pas. C'est l'année suivante que je réalise que je suis beauf. Nous sommes en 2001, l'université est en effervescence. Plus intéressée par la politique que par les cours d'histoire que je finirais par abandonner, je m'engage à l'UNEF. Puis très vite, je rejoins Sud Étudiants et participe au blocage de mon université. Le féminisme flotte déjà autour de moi, à travers la musique punk et le mouvement des Riot Girls, mais je n'y prête pas encore attention. À cette époque, je fais partie des personnes qui pensent que la lutte des classes passe avant tous les autres combats. C'est le temps des soirées entre militants, en appartement, à refaire le monde, affalés sur des canapés usés, dans la fumée de cigarettes roulées. Un monde que l'on souhaite anticapitaliste, altermondialiste et anti-impérialiste. En fond sonore, Noir Désir, Les Berruriers Noirs et d'autres groupes de la scène locale en noir, couleur de l'anarchisme qui nous est cher. Je me souviens d'un soir de fête très arrosé.
Je ne sais pas ce que l'on célèbre, car tout était prétexte à organiser des soirées after. Une assemblée générale, une manifestation, un concert. Ce soir-là, nous sommes une quinzaine dans un appartement. Il est tard, et la chanson « Les yeux d'Émilie » retentit dans le salon. Ah, Jodassin. Il est difficile d'exprimer l'amour que je lui porte depuis l'enfance. J'aime son regard sur la vie, et particulièrement sa vision de l'amour sans héroïsme, sans romantisme exacerbé, humble et sain. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dormez en paix. Une simple histoire comme la nôtre est de celles qu'on n'écrira jamais. C'est l'amour beauf. Nos ruptures ne changeront pas le monde. Il va continuer à tourner sans nous. Alors aimons-nous comme nous nous quittons, sans penser à demain. D'où je viens, les parents dansent des slows en salle des fêtes sur l'été indien et s'égosillent jusqu'au petit matin sur aux Champs-Élysées. Jodassin incarne une figure d'homme bienveillant, gentil, sensible, romantique, même s'il a longtemps été considéré comme un ringard pour des textes qu'on juge trop simples, parfois bêtes. En réalité, Jodassin est à l'opposé des masculinités en présence ce soir de 2001 dans le salon où se tient la fête. Mes camarades d'université sont plus intellos, même en amour. Ils ont de grandes théories sur la non-exclusivité des relations, contre l'hétéronorme chantée par Jo. Ils n'aiment sûrement pas sa candeur non plus, eux qui se passionnent pour la stratégie politique, les rapports de force et la violence physique qu'ils encouragent lors des manifestations. Les premières notes des yeux d'Émilie résonnent et j'exulte. Je ne comprends pas vraiment le texte de cette chanson, mais j'aime sa mélodie familière et sa structure épique. Je me jette sur ce qui sert de piste de danse et commence à chanter les paroles que je connais par cœur. Il n'y a aucune ironie chez moi à ce moment-là, aucune mise à distance. Mais très vite, je sens chez mes camarades un regard qui me trouble. L'hôte de la soirée, le propriétaire du 33 tours, s'exclame en couvrant la musique. « Je l'ai acheté 50 centimes à la foire aux disques. » Comme s'il cherchait à mettre de la distance, à faire savoir qu'il n'avait pas accédé à cette chanson comme tout le monde, qu'il ne le tenait pas de ses parents ou qu'il n'avait investi que quelques centimes dans ce disque. Réflexe anticapitaliste, me dis-je alors pour justifier les mots de celui qui ne veut sans doute pas participer à engraisser l'industrie du disque, encore colossale en 2001. Mon malaise se fait plus grand lorsque je remarque que le groupe d'amis surjoue dans un même élan le côté entraînant du titre. Bientôt, je ne peux plus entendre la voix de Jodassin. Ils sont sur la piste, sautent dans tous les sens et hurlent le texte, ironisant sur les faiblesses supposées des paroles. Ils se balancent bras dessus bras dessous de manière caricaturale, empruntant l'intonation d'un chanteur d'opérette. Ils miment, ils exagèrent l'état d'ébriété pour mieux s'encanailler dans les bas-fonds de la culture populaire. « C'est mon plaisir coupable !» s'exclame carrément un camarade, obtenant la validation amusée des autres. Uppercut et chaos technique. Si je suis coupable, quel est mon crime ? Je panique comme une enfant qui ne comprend pas pourquoi elle est punie. J'ai si peur qu'il réalise que j'appartiens au camp des fautifs que je ne laisse rien paraître de mon humiliation. Je compense aimant. Pareil pour moi! Il me faudra des années et écrire ce livre pour comprendre que ses amis étaient eux-mêmes pris dans une logique de distinction, de mise à distance de cette culture variété, populaire, beauf. Mon goût pour Jodassin était sincère. Le leur, et cela ne devait laisser aucun doute, ironique, festif, comme un laisser-aller passager qui les rend supérieurs à ceux qui aimeraient ce titre au premier degré. Mes camarades ne le savaient pas, mais cette musique était tout pour moi. J'avais 5 ans et mon père était mort quelques mois plus tôt quand nous avons quitté notre village pour la ville de Thonon-les-Bains. Ma mère venait de trouver un emploi de vendeuse en maroquinerie dans le centre. Je n'avais jamais été séparée d'elle et pour la première fois j'étais gardée après l'école par une nourrice. J'ai détesté l'expérience et presque tout ce qui est associé à la période. Mais c'est chez elle que j'ai découvert le Top 50. J'adorais ce programme. Le rendez-vous quotidien, les clips musicaux qui s'enchaînent et le présentateur, Marc Toesca, sur qui j'ai probablement fait un transfert paternel. J'avais l'impression que sa phrase rituelle « Salut les petits clous » m'était destinée personnellement et qu'il me racontait chaque soir une histoire à partir des paroles de toutes ses chansons trésors. C'est avec lui que j'ai appris à aimer le langage de la musique pop, les émotions qu'elle transmet et ses mots sensibles, avant celui des humains, dans une famille en deuil où on ne se parlait pas beaucoup de sentiments. Ce soir de 2001, je réalise qu'il y a entre mes camarades et moi un écart culturel.
J'étais assignée beauf. J'avais cédé sur le moment en adhérant à cette histoire de plaisir coupable, mais mon orgueil, mon amour-propre et ma fierté... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.